article qui vient d'être publié par Le Point, parce que donc, les résultats du TIMSS 2019 viennent d'être publiés, et donc sans surprise pour la France, c'est pas brillant. Le TIMSS, c'est une étude internationale qui est menée tous les 4 ans sur les élèves de quatrième année d'études, donc pour nous ça correspond au CM1, et de huitième année d'études, donc pour nous ça correspond à la classe de quatrième, au milieu du collège. Et en fait, c'est une étude qui a pour but d'évaluer les difficultés des élèves donc en maths et en sciences. Enfin, les difficultés. Dans notre cas, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Mais je pense qu'à l'origine, le TIMSS a plutôt pour objectif d'étudier les capacités des élèves. Bon, euh, je, voilà, je crois avoir déjà tout dit en fait, mais enfin, bon, les résultats donc pour la France sont vraiment absolument pas brillants. Donc il y a un article du Point, voilà, qui vient d'être publié. Et alors on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc maths, les Français toujours aussi mauvais. Alors écrit par Louise Cuneo, que l'on ne m'accuse pas d'être sévère après un titre aussi incisif. Donc sous-titre, l'étude internationale TIMSS 2019 pointe du doigt le piètre niveau, enfin, c'est encore pire, le piètre niveau des élèves de CM1 et de 4e en mathématiques et en sciences. Cela ne s'améliore pas. Oh là là, on croirait un bulletin de notes. Bon, alors, cela ne s'améliore pas. Donc publié le 8-12-2020, 9h58, lepoint.fr. C'est l'heure des bulletins de notes, bah tiens, pour la France. Les résultats de l'étude internationale TIMSS 2019 qui évalue le niveau en maths et en sciences de nos élèves en CM1 et en 4e de 72 systèmes éducatifs. Alors déjà, Louise Cuneo, tu as un petit problème dans ta phrase. C'est-à-dire nos élèves de 72 systèmes éducatifs, d'accord, mais dans les 71 autres, ils ne sont ni en CM1 ni en 4e, ils sont en 4th grade, 8th grade, ou voilà, il va falloir t'adapter. Et les conclusions pour la France sont alarmantes. Oui, les conclusions pour la France sont alarmantes. Alors merci TIMSS, on n'avait pas déjà besoin de ça pour le savoir, mais enfin, c'est toujours sympa de le quantifier. Lors de la dernière édition de TIMSS, donc Trends in Mathematics and Science Study, en 2015, la France n'avait pas eu de bons résultats. Oui, on s'en souvient, merci. Et cela ne s'est pas amélioré. Avec 485 points aïe, en mathématiques, 488 en 2015, alors que Singapour, qui caracole en tête, est à 625. Donc ça, c'est les résultats en CM1, donc tu vois un problème de structure des phrases. Bon. Donc 485 points en mathématiques en CM1, la France est l'un des derniers pays européens. Ah, bon, un des... D'accord, voilà. Donc un des derniers pays européens. C'est bien, c'est bien. On n'est pas les derniers apparemment, mais on est un des derniers pays européens. Bon, donc selon l'étude, loin derrière l'Angleterre, qui a 556 points, donc on a 485, hein, ils ont 556, sachant que le max c'est 625, voilà. Le Portugal et le Danemark à 525. Ah bon? Mais on croyait que le Portugal c'était le tiers-monde. Mais comment ça, ils sont meilleurs que nous? Ça va pas du tout ça. Ah bah oui, bah ça va pas. Et oui, mais si, en fait, c'est un peu nous le tiers-monde quand même. Et même l'Arménie est meilleure que nous, ça alors. Et l'Albanie, 494, Arménie 498, Albanie 494, la France 485. Qu'est-ce qui s'est passé les mecs? La France est également éloignée de la moyenne internationale qui se situe à 500 points. 500 points! C'est-à-dire, il n'y a pas qu'on est mauvais par rapport à l'Europe. Oui, on est mauvais par rapport à l'Europe, mais il n'y a pas que ça. On est mauvais par rapport à la Terre entière, les mecs. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, ça c'est pour les maths. En sciences, le constat n'est guère meilleur. La France obtient un score de 488. 488, les mecs. Singapour est à 595. La France, en 2015, à 787. En CM1. Oui, toujours problème de structure des phrases, hein, Louise. Et arrive là encore parmi les derniers pays européens. En classe de quatrième, même état des lieux calamiteux. La France obtient 483 points. 483 points en maths,
616 pour Singapour, les mecs, et 489 en sciences. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, avant de dire qu'est-ce qui s'est passé, apparemment, il faut nous expliquer que si on a foiré, bah en fait, on n'a pas vraiment foiré, c'est juste que c'est le hasard, la chance, voilà, la tuile, franchement, la tuile. Parce que donc la suite de l'article nous dit qu'il n'y a, donc je descends avec ma molette, donc ma molette fait du bruit, c'est une roue de château fort, hein. Donc, pas de formule miracle. C'est c'est pas notre faute. Non, mais voilà, il n'y a pas de formule miracle. Donc, à la différence de l'étude PISA réalisée par l'OCDE qui évalue l'efficacité des politiques éducatives entreprises par les pays et leur soumet des recommandations sur la base des compétences des élèves dans divers domaines, maths, sciences et compréhension de l'écrit. Oui, parce qu'on est mauvais aussi pour l'OCDE, hein. Oui, pardon. On est mauvais aussi pour PISA. Pour les tests PISA, on est très très mauvais aussi. Donc, maths, sciences et compréhension de l'écrit, les résultats proposés par l'IEA, donc International Association for the Evaluation of Educational Achievement, donc il y a beaucoup plus de mots que de lettres, bon, c'est pas grave, tous les 4 ans en CM1 et en 4e, oui, tous les 4 ans en CM1 et en 4e, permettent d'établir une photographie des connaissances des élèves, constituant une source essentielle pour les experts nationaux et les décideurs politiques. Comme les évaluations ont lieu tous les 4 ans, bon, ça c'est pas si bête, les élèves peuvent être suivis dans le temps. L'évaluation des élèves de 4e année, donc CM1, peut servir d'alerte précoce pour les réformes nécessaires des programmes d'études. Et l'efficacité de ces réformes peut être contrôlée 4 ans plus tard en 8e année. Non. Enfin, peu. Oui, peu, oui. Peu, oui. Mais non, 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 c'est... Non. Bah non, hein. Mais du coup, il n'existe pas de formule miracle qui fonctionnerait pour tous les pays, assure Thierry Rocher, président de l'IEA. Thierry Rocher. Bah, IEA, le sigle, il est pas en anglais? Thierry Rocher? C'est qui Thierry Rocher? Elle nous le dit plus tard, elle nous le dit après. Elle nous le dit. Donc, Thierry Rocher, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'existe pas de formule miracle qui fonctionnerait pour tous les pays. Il serait par exemple illusoire de penser que l'autonomie des établissements scolaires, qui a fait ses preuves dans certains pays asiatiques, améliorerait considérablement n'importe quel système éducatif. Oh bon? Oh bon? Bon, bah on continue comme ça alors du coup. C'est-à-dire nous on a le système éducatif et un moustique m'embête. On a le système éducatif le plus centralisé de la planète, mais du coup décentraliser c'est pas une bonne idée. Non, non, non. C'est-à-dire que nous on a vraiment un système éducatif très centralisé. Tous les programmes sont décidés par les mêmes 15 ou 20, je sais pas combien ils sont. Il les rédige là tous les 5 ans dès qu'il décide de faire une réforme. Enfin, il les rédige. Il rédige la même chose en enlevant 2 chapitres, hein. C'est pas trop compliqué finalement. Donc là, il nous dit non, non, mais l'autonomie des établissements scolaires, oui, parce que c'est un sujet qui est sur le tapis quand même. En Suisse, par exemple, ils sont pas mauvais. Bah, les établissements scolaires sont quand même relativement autonomes. Alors on met le sujet sur le tapis, on dit bah pourquoi on ferait pas ce qui marche? Bah lui il nous dit non. Non, non, parce que il n'y a qu'à constater l'échec de cette politique menée en Suède. Voilà, citation. Il n'y a qu'à constater l'échec de cette politique menée en Suède. La Suède, c'est un système éducatif qui marche, hein, par contre, je crois, Thierry, tu te mettras tes fiches à jour, hein. Donc, explique celui qui est... Ah, donc c'est qui Thierry Rocher? Explique celui qui est aussi... Ah, ça alors... Responsable du bureau de l'évaluation des élèves à la direction de l'évaluation de la performance et de la prospective, DEPP, du ministère de l'Éducation nationale. Ah, mais alors lui aussi, alors non, chut, ferme-la. Non, 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 non. Et il faut pas le dire. Lui aussi, il est du ministre, que je le dis quand même, lui aussi, du ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que, en fait, les échecs là du ministère, parce que bon, euh, c'est pas de ma faute, hein. Le gouvernement français a voulu s'approprier l'éducation. Il y a un ministère de l'Éducation nationale, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai voulu. Moi, je veux pas, hein, mais je- c'est eux qui ont voulu, hein. Bon, mais alors du coup, très bien. Si on réussissait, ce serait grâce à vous. Mais du coup, les échecs, eh ben c'est les vôtres aussi, les mecs, en fait. Les échecs de l'éducation. Vous êtes tout approprié. Vous êtes en train de vouloir interdire l'instruction à domicile, hein, comme si...
C'est comme si c'était ça qui provoquait le terrorisme. Il me semble que les mecs qui ont fait des attentats au Bataclan, etc., ils ont été à l'école de la République, hein. Je pense qu'ils ont été à l'école publique, les mecs. Bon, alors, quoi qu'il en soit, euh, le ministère de l'Éducation nationale envoie son haut fonctionnaire, là, donc Thierry Rocher. Donc Thierry Rocher, eh ben, les échecs du ministère, on peut dire quelque part, c'est les tiens. Le mec est, en fait, il est responsable du bureau de l'évaluation des élèves à la direction de l'évaluation de la performance de la procédure. En gros, c'est lui qui est responsable de l'évaluation des élèves. Bon, Thierry Rocher, t'es plutôt haut placé au ministère de l'Éducation nationale. Et a priori, tu restes un peu plus longtemps qu'un ministre. Donc on peut peut-être même dire que les échecs des ministères successifs, eh ben peut-être c'est tes échecs successifs à toi, Thierry Rocher. Et donc Thierry Rocher, lui, ce qu'il nous explique, c'est que la politique entreprise par la France, c'est-à-dire le centralisme dans l'éducation, non mais c'est bien, en fait, on garde. Il ne faut pas croire que ça changerait les choses de décentraliser. Donc ensuite il dit, certes, on peut s'en inspirer, mais cela ne peut en aucun cas être systématique. Alors en fait c'est le principe de la décentralisation, c'est que ça n'est pas systématique. C'est l'avantage, c'est qu'on évite le systématisme. Ce qui est systématique, Thierry Rocher, c'est le centralisme en fait. Appliquer les mêmes programmes partout, appliquer les mêmes politiques partout. C'est ça le centralisme en fait, hein. Et ben c'est ça le systématisme, par définition. Donc, je reprends, certes on peut s'en inspirer, mais cela ne peut en aucun cas être systématique. Ainsi, le modèle finlandais, construit sur une école unique jusqu'à très tard et avec un intérêt pour les détections des difficultés scolaires, n'a rien à voir avec les systèmes asiatiques très intensifs. Pourtant, ils obtiennent tous d'excellents résultats. Bon alors déjà, les systèmes asiatiques, on va peut-être faire vite fait le point dessus. En fait, il y a Singapour-Hong Kong. Singapour-Hong Kong, c'est des endroits où le quotient intellectuel moyen c'est 108 parce que c'est des places fortes de la finance mondiale et t'as des mecs avec un QI de 145 qui viennent bosser là-bas en fait. Donc évidemment, leurs enfants ont de bons résultats. Voilà, c'est des artefacts et en plus, c'est par définition des artefacts statistiques puisque c'est des cités-États. Bon, cité-État, même pour Hong Kong, hein, on va faire un petit pied de nez à la République populaire de Chine. Euh, voilà, c'est des cités-États, c'est tout petit. Bah, évidemment, c'est sujet à être des artefacts statistiques. Bon, alors, quoi qu'il en soit, les autres systèmes asiatiques, bah oui, c'est des systèmes très intensifs, et disons que la mentalité asiatique bah, s'y prête bien. C'est des gens qui, quand ils étudient 10 heures par jour, deviennent des monstres en maths, et bah voilà, ça leur correspond. Bah, très bien. Mais en fait, c'est ça le principe de la décentralisation. C'est pouvoir faire pour chacun des choses qui lui correspondent. Ah, mais non, non, c'est non. Thierry Rocher, il veut pas trop là. Mais peut-être parce qu'il perdrait son poste ou enfin peut-être une idée comme ça. Je sais pas. Hein, je, je- j'ai rien dit. Et donc le modèle finlandais, qu'est-ce qui se passe? Donc nous on est centralisé, le modèle finlandais il est centralisé, donc on est pareil. Donc on est pareil que les bons, donc quelque part peut-être on est bon aussi. Mais non, 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 mais on est radicalement différent du modèle finlandais. Dans quel pays du monde on envoie des enfants de 11 ans, 10 ans s'ils ont le mauvais goût d'avoir un an d'avance, ou d'être de fin d'année, à l'école 4 jours et demi par semaine? 4 jours et demi par semaine, c'est-à-dire les 4 jours, c'est de 8 heures à 17 heures ou de 8 heures à 17h30 parfois, et la demi-journée, c'est de 8 heures à midi. Donc, dans quel pays on envoie les enfants 4 jours par semaine de 8 heures à 17 heures à l'école, et le mercredi de 8 heures à midi? Eh bien, c'est en France. En Finlande, ils font 4 heures d'école par jour, pause repas comprise. Et ça, c'est la réalité, Thierry Rocher. La Finlande, ils fonctionnent, parce que eux aussi, c'est un pays à haut quotient intellectuel, déjà, donc un peu comme Hong Kong et Singapour, quelque part. Et en fait, ils fonctionnent aussi, peut-être, parce qu'ils adoptent pas les conneries de vouloir à tout prix mettre les élèves 24 heures sur 24 dans le giron du ministère de l'Éducation nationale. Parce que ça, en fait, c'est du n'importe quoi. Une journée, alors, un adolescent, ça dort 9 heures par nuit. La journée, il lui reste pas grand-chose en fait, il lui reste 15 heures. S'il fait 8h, 17h30 à l'école, 4 jours par semaine, qui fait 8h midi à l'école, encore une autre journée, si on additionne les heures, en fait ça fait déjà 9 fois 4 chez moi, ça fait 36 plus 4, ça fait 40. Mais dans la semaine, en fait, ben, il a 105 heures. Donc c'est-à-dire que t'enlèves les temps de trajet, etc. Grosso modo, le gamin, il passe 50% de son temps éveillé à l'école, en fait. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait,
toi Thierry Rocher comme tous les autres, en fait vous considérez que vous avez les choses en fait que vont faire les gosses, vous avez 50% des choses à leur apprendre. Ben, en fait en Finlande, tout simplement, ils ont conscience que ça n'est absolument pas le cas. Et comme par hasard d'ailleurs en Finlande, il me semble que les métiers manuels sont beaucoup moins dévalorisés qu'ici. C'est-à-dire ici en fait, comme tout est décidé par des énarques, des mecs qui ont un bac plus 15 000 en racontage de conneries, parce que c'est un petit peu ça l'ENA quand même, hein, euh, plombier, c'est pas ouf en France. Hein. Enfin, en fait, c'est bien, hein. Tu gagnes très bien ta vie plombier. Mais non, c'est pas ouf. Non, c'est nul, fais pas plombier. Regarde, va plutôt faire des études de lettres. Oui, de chômage, chômage par. Non. Oui, va faire des études de lettres. Non, moi je veux faire plombier. C'est sympa plombier. Non, c'est nul plombier. Ferme-la, fais des études. Bah oui, mais bon, voilà. En Finlande, ça se passe pas comme ça. Donc, il y a le petit école unique jusqu'à très tard. Ça veut dire quoi très tard? En fait, nous en France, c'est 16 ans. Eux là-bas, c'est 18 ans. Ok, très bien. Simplement, l'école, elle se. En fait, on peut apprendre un petit peu aussi ce qu'on veut. On peut apprendre des compétences techniques. Et puis, tout simplement, et ben là-bas, les gens au pouvoir ne considèrent pas qu'ils ont à leur charge et à leur responsabilité 50% de l'apprentissage des élèves. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie en fait. Et c'est peut-être pour ça que la Finlande est meilleure que nous. Bon, alors, je continue. Le miracle de Singapour. Donc là, il y a un petit problème dans ton article encore, ma petite Louise. Le miracle de Singapour. Mieux vaut donc comparer nos performances avec celles des pays qui nous ressemblent. Ainsi en Europe. Singapour en Europe, je pense que tu as un sous-titre qui est mal placé. Bon alors, bref. Mieux vaut donc comparer nos performances avec celles des pays qui nous ressemblent. Ainsi en Europe, la tendance de long terme montre que l'Angleterre est assez stable. Ah, c'est bien l'Angleterre, félicitations. Autour de 556 points en maths en CM1. Alors que le Portugal a progressé, félicitations le Portugal, dans les dernières éditions. La France ayant, elle, chuté, c'est la chute. Depuis 1995. Ah, 1995 ça commence à faire un moment, hein, quand même. 1995, ça fait 25 ans, là. C'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'il disait au début? Qu'est-ce qu'il disait? L'évaluation des élèves de quatrième année peut servir d'alerte précoce pour des réformes nécessaires des programmes d'études et l'efficacité de ces réformes peut être contrôlée 4 ans plus tard en huitième année. Qu'est-ce qui s'est passé les mecs? En 25 ans, vous avez eu le temps d'en faire 6 des études. Vous avez pas... Du coup, vous... Non. Non. Bon, bah très bien, hein. Alors, bon, bah tant pis, on continue, hein. Donc, deux mauvais résultats de la France qui confirment ceux obtenus dans d'autres évaluations nationales et internationales, comme le PISA. Oui, bah oui, non, parce que, à la limite, on était mauvais en maths et en sciences. On serait bon en arts plastiques et en anglais et en espagnol. Bon, allez, sur le bulletin, ça compense. T'es bon en sport aussi. Allez, t'es bon en sport. Voilà, le sport, c'est bien. L'art plastique, c'est très bien. La musique, allez. Non, mais on est mauvais en tout, en fait. C'est-à-dire que nos... En fait, on parle pas français, déjà. On a 25% d'illettrisme, 20% d'illettrisme en sixième, c'est ça, hein? Ah, c'est bien, bravo. Ah, super, hein, l'éducation nationale. Ouais, merci beaucoup. Euh, oui, c'est bien. En fait, c'est qu'il n'y a pas qu'en maths qu'on est nul, on est nul partout, hein. En langue étrangère, mais attendez, on apprend tous l'anglais depuis le CM2. Bon, officiellement depuis la sixième. On apprend tous l'anglais depuis le CM2. Moi, je me rappelle en CM2, comment elle s'appelait bah, Marshall, nous avait fait chanter les Beatles. Et ben voilà, et ben on est tous comme ça en fait. On apprend tous l'anglais depuis le CM2. Si on fait CM2 jusqu'à la terminale, ça fait 8 ans. 8 ans. Vous apprenez l'anglais depuis 8 ans, les mecs. Il y a combien de bilingues? Vous êtes bilingues? Regardez autour de vous. Et les gens qui ont passé leur bac et tout là. Allez, hein. Fin d'études, fin de lycée, pardon. Vous avez fait 8 ans d'anglais. Vous avez fait 8 ans d'anglais. Vous êtes bilingue? Non. Merci l'éducation nationale. Bah oui, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Vous avez fait 8 ans d'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le javanais, etc. C'est à partir de la quatrième que vous en avez fait 6 ans. Vous êtes bilingue? Je sais que l'espagnol, bon, c'est plus proche du français. C'est un peu facilo l'espagnolo. Allez, on y va, c'est un peu élevé de sieste. On a tendance à avoir un meilleur niveau naturellement en espagnol. Mais en allemand, ouh là là, mais attendez, mais ceux qui ont fait LV2 allemand, mais vous n'êtes même pas capable de faire une phrase en fait. Et c'est pas une critique envers vous, hein. C'est une critique envers ceux qui ont voulu vous l'apprendre. Attendez, 6 ans d'allemand, vous faites pas une phrase.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Ça a servi à quoi? Et ça nous coûte combien par an ça? Le budget de l'éducation nationale pour 12 millions d'étudiants, c'est 73 milliards d'euros. Ça fait 6 100 € par élève et par an, en moyenne, sachant que plus on s'approche du bac, plus c'est élevé évidemment. Ça fait 6 100 € par élève et par an, en moyenne. Attendez, 6 000 € par an, ça fait 500 balles par mois. Disons que ça fait 600 balles par mois scolaire, mais ça fait 500 balles par mois. Alors déjà, la première question, où est-ce qu'il passe tout cet argent? Le salaire moyen d'un prof, c'est 24 000 € par an. Un prof en moyenne, il y a un prof pour 12 élèves. Un prof pour 12 élèves. Où est-ce qu'il passe ce fric? Un prof pour 12 élèves, ça fait qu'il y a, alors deux têtes, un prof pour 12 élèves. 12 élèves, ça fait 72 et quelques mille euros par an. Comment ça se fait qu'il touche que 24 000 € le prof? Il passe où les autres 48 000 €? L'État, il est propriétaire des locaux, il n'y a pas de loyer à payer. Et on ne me fera pas croire qu'il y a 48 000 pelles de charges pour 12 élèves. C'est hors de question d'accepter ça en fait. Il n'y a pas 4 000 pelles de charges par an pour un élève. Une classe, c'est 30 élèves. Il n'y a pas 4 000 pelles par élève de charges par an. Il n'y a pas 120 000 € de charges par an et par classe. Ça n'est pas vrai. C'est hors de question de croire des choses comme ça. Alors en fait, il passe où cet argent? Bon, alors déjà, il passe dans les charges sociales parce que le salaire moyen du prof, c'est 24 000 €. Mais ce qui est déboursé pour lui en comptant la cotisation à la sécurité sociale, bah déjà, c'est 40 000 € en moyenne. Et en fait, ben, les 30 000 pelles qui restent, bah, ça va au salaire. Bon, bah, ça va au salaire de l'autre, là. Comment il s'appelle déjà? Ça va au salaire de machin là. Comment il s'appelle? Thierry Margoulin là. Thierry Rocher, voilà, Thierry Rocher. Ça va au salaire de Thierry Rocher, donc qui est payé à se branler le. Hein, voilà. Et sur les résultats de vos élèves, de vos enfants qui sont de plus en plus mauvais. Alors écoutez-moi, ceux qui ont des enfants là, vous avez trois gosses, je vous donne 18 000 € par an. Osez me dire que vous n'êtes pas capable de faire mieux que ça. Osez me le dire. Ceux qui le pensent, vous êtes des imbéciles. Ceux qui pensent qu'avec 18 000 € par an, vous n'êtes pas capable de faire mieux que l'éducation nationale, vous êtes des crétins, vous êtes des imbéciles. Et ça, c'est la réalité. Avec 18 000 € par an, moi j'ai trois gosses. 18 000 € par an, donnez-les-moi. Moi, je vous fais un truc de malade. Hein. Moi, je les envoie sur la Lune. Je les envoie planter des graines de coton sur la face cachée de la Lune. Hein. Et on va faire des temples grecs à côté, avec 18 000 € par an. Mais vous vous rendez compte? C'est un truc de malade. C'est le budget qu'ils ont. Et ce budget, ça vient d'où? Mais ça vient pas de la reine d'Angleterre. Hein. Non, non. C'est aux frais de la princesse, mais pas la princesse d'Angleterre. Non, non. Ça vient de votre poche. Ça vient de vos impôts, nom de Dieu. Ça vient de vos impôts. Ça vient des impôts sur les sociétés. Ça vient de la TVA. Ça vient de l'impôt sur le revenu. Ça vient de tous ces merdes, en fait, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi 18 000 € par an pour mes trois gosses. Donnez à tout le monde 18 000 € par an pour leurs trois gosses, mais je vous garantis que les résultats, ce ne sera pas les mêmes. Hein. Alors là, franchement, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bon, alors on continue, dans le calme et la joie et la bonne humeur, hein, bien entendu. Alors attendez, alors pour inverser la tendance, bah, c'est une bonne idée ça, tiens. Pour inverser la tendance, le ministère, conscient de l'urgence, ok, conscient de l'urgence à se battre pour les mathématiques et les sciences, oui, au bout de 24 ans de tests, c'est-à-dire maintenant ça fait 25 ans, oui, c'est bien d'être conscient de l'urgence. Il y a urgence, oui. On est heureux d'apprendre que vous êtes conscient de l'urgence. Donc, le ministère a lancé en 2018, pardon, 23 ans, 2018, un plan maths. Un plan maths. Ah bah c'est super alors un plan maths. Avec qui? Avec qui? Avec Cédric Villani, mathématicien médaillé Fields. Ah, Louis, je crois que tu as oublié un truc. Il est aussi député, Cédric Villani. Je crois qu'il a envoyé Macron chier, plus ou moins, là, l'an passé, là, l'an qui vient de 2020, là. Mais en 2018, il était député de la majorité. Ah, c'est marrant quand même. Hein. Alors oui, c'est sans doute un très grand mathématicien. Hein. C'est aussi un député de la majorité. Bon. Et qui d'autre? Charles Torossian, inspecteur général de l'éducation nationale. Ah bah voilà, on reprend les mêmes et on recommence. Et si on ne peut pas encore en évaluer les effets, certaines initiatives locales ont d'ores et déjà vu le jour pour tenter de s'approprier la fameuse méthode de Singapour, pédagogie miracle qui a sauvé le système éducatif de la cité-État asiatique. Oui, d'accord. Vous la voyez, la méthode de Singapour, vous, dans vos écoles? Hein? Non? Vous voulez que je vous dise ce qu'ils font dans vos écoles? Là, en fait, on est au mois de décembre, en CP, ils sont censés savoir compter à 15. Ils sont censés savoir compter jusqu'à 15. Mon fils de 2 ans et demi, c'est compter jusqu'à 15, bande de margoulins, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce qu'ils font en français aussi? Bah tiens, tant qu'on y est.
Là, on est au mois de décembre. Moi, vous savez ce qu'elle fait, ma fille ma fille, elle lit un roman, là. Elle a 6 ans. Vous voulez voir ce qu'elle lit? Vous allez voir. Ma fille, elle a 6 ans, ok? Et hier matin, on a commencé à lire ça avec elle, d'accord? Ça, c'est un roman, c'est un putain de roman. C'est 6-8 ans, ok? Ça, c'est 6-8 ans. Ça, c'est 6-8 ans. Vous voulez voir? Ok, il y a des illustrations. C'est très bien illustré, d'ailleurs, hein, félicitations. C'est écrit par Michael Morpurgo, qui est un auteur britannique. Excusez-moi, hein, je prends des traductions, mais il n'y a pas de bonne littérature française pour les enfants. Cocorico, on fait que du bon vin. Non, même ça, on le fait pas, on est... Bon, laissez tomber. C'est... Voilà, c'est écrit petit, etc. Non, mais attendez... Vous savez ce qu'ils font en français, en CP là actuellement? Ils font éléphant. Ils tapent dans leurs mains comme ça pour marquer les syllabes. Ils ne savent pas lire. Les maîtresses ne leur apprennent pas à lire. Les maîtresses, elles leur apprennent à faire éléphant. On est au mois de décembre. On est au mois de décembre, nom de Dieu. Ça fait combien? 3 mois qu'ils sont entrés? Septembre, octobre, novembre? En 3 mois. Éléphant. Hein, voiture. Ok, ils tapent dans les mains pour les syllabes. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, on reprend les mêmes, on recommence. Donc, si on ne peut pas encore en évaluer les effets, ah bah oui, c'est pas de leur faute, hein. Certaines initiatives locales ont d'ores et déjà vu le jour pour tenter de s'approprier la fameuse méthode de Singapour, pédagogie miracle qui a sauvé le système éducatif de la cité-État asiatique. Tout ça, je l'ai déjà dit, je crois, hein. Son principe est simple, le principe donc de la méthode de Singapour. Ah, on veut bien, un truc simple. Allez, on y va. Étudier en profondeur les notions de base, addition, multiplication, fraction, nombre décimaux, etc. Bah ça alors? Bah pour faire des maths, on doit étudier les trucs en profondeur? Bah on le savait pas ça. Oh bah ça... Non mais je vais me jeter par la fenêtre là. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau là, ça vient de sortir. Vous venez de le découvrir. Oui, pour faire des maths, nom de Dieu. Nom d'une pipe en bois. Pour faire des maths, on étudie, bah oui, les additions, les multiplications, les fractions, les nombres décimaux en profondeur, c'est-à-dire les notions de base. Mais oui, nom de Dieu, de merde. Mais c'est pas nouveau, c'est juste comme ça qu'on fait. Euh, Donc ensuite, jusqu'à ce que les élèves les maîtrisent complètement. Ah oui, nous jusque-là, en fait, on n'attend pas qu'ils maîtrisent complètement. On dit, tu vois, 2 plus 2. Alors le mec dit, trop tard, géométrie, allez, c'est parti. On fait rien. Non, non, c'est ferme-la, c'est trop tard, t'avais qu'à savoir directement. L'élève acteur de son savoir, c'est les nouveaux trucs, hein. Donc jusqu'à ce que les élèves les maîtrisent complètement, et ensuite aborder tous les chapitres en passant du monde concret que les élèves connaissent bien à une vision abstraite. Bah oui, bah c'est comme ça qu'on apprend les maths en fait. Vous savez, moi-même avec mes maths sup, c'est comme ça que je leur apprends les maths en fait. Quand on fait des suites complexes pour leur apprendre la définition de la limite de la suite, bah en fait on fait un dessin. Ah ouais? Et oui, oui, la définition est super abstraite, hein. Il y a 4 quantificateurs, etc. On fait un dessin en leur expliquant que la suite elle converge vers une limite quand tous les termes à partir d'un certain rang sont dans une boîte d'une certaine taille. Et que cette taille, je peux la prendre aussi petite que je veux, il me suffit de prendre un rang plus éloigné. Bah oui, on fait des dessins, les dessins c'est concret. C'est comme ça qu'on apprend les maths, oui, oui, mais on le sait en fait. Ah, parce que jusque-là, c'est pas comme ça qu'on faisait. D'accord, c'est super inquiétant en fait, hein, d'écrire ça comme si c'était révolutionnaire. Merci Louise, je sais plus ton nom, hein. Merci Louise. Bon, alors elle nous propose son dossier consacré à la méthode de Singapour, donc moi je m'en tartine le fion personnellement. Le doute n'est donc pas permis. Les élèves français sont mauvais en sciences et en mathématiques. Oui, merci. Où les problèmes se posent principalement en algèbre, en calcul, plus qu'en géométrie. Bah, la géométrie, c'est plus concret. Un ensemble de facteurs a mené à ce marasme. Notamment, un ensemble de facteurs. Allez, allez-y, allez, vous avez 5 secondes. Un ensemble de facteurs. Donnez-moi 4 facteurs. Allez, vous avez 5 secondes, vous me donnez 4 facteurs. Un ensemble de facteurs a mené à ce marasme, hein. Voilà, le marasme. Ah, c'est quoi les facteurs? Ah, allez, centralisme, excusez-moi, recrutement de merde. Voilà, et j'en ai 2, bon, je suis nul, voilà. Allez, vous allez faire mieux, trouvez-moi 4. Bon, qu'est-ce qu'elle nous trouve, Louise? Un manque de confiance des profs en eux-mêmes dans ces matières. Ah bon? Mais moi, j'ai le souvenir quand même. euh, bon, déjà, les profs, ils ont une certaine tendance à souffrir du complexe de Dieu, c'est-à-dire que c'est un peu comme les médecins. J'ai le plus grand respect pour les médecins et les profs, bien sûr, mais c'est la réalité. Moi, je suis prof aussi, et on a ce complexe-là qui s'appelle le complexe de Dieu. Et c'est un truc contre lequel il faut lutter au quotidien si on ne veut pas devenir une personne totalement insupportable, comme je le suis moi-même sans doute.
Le complexe de Dieu, c'est quand on est en position de sachant face à des apprenants et qu'on se prend pour Dieu, en fait. Donc le prof, il a plutôt tendance à avoir trop confiance en lui, je pense, hein. Je sais pas, moi j'aurais plutôt tendance à dire ça, mais alors, donc c'est quoi? Le manque de confiance des profs en eux-mêmes dans ces matières. Lié à... Pardon. Voilà, lié à quoi? C'est quoi? La violence dans les banlieues chaudes, la décapitation d'un de leurs collègues dont le poste est proposé sur Le Bon Coin 2 mois après. Ah, vous aviez loupé ça? C'est vrai, le poste de Samuel Paty a été proposé sur Le Bon Coin, n'importe quoi. Sur Pôle Emploi, excusez-moi. Le poste de Samuel Paty a été proposé sur Pôle Emploi. Oui, je ne déconne pas, je ne déconne pas. Donc, lié à quoi? Non, non, leur manque de formation en la matière. Vous déconnez ou quoi? C'est un master pour faire prof. C'est un master. On nous envoie à l'ESP. On nous envoie à l'ESP. Et ça, c'est pour les profs de primaire aussi. On a masterisé le concours, ça date de Sarkozy, ça fait 15 ans. Mets tes fiches à jour, Louise. Ça fait pas 15 ans, pardon. Ouais, ça va faire 10 ans, quoi. Ça va faire 10 ans. Ça fait peut-être 12 ans, quoi. Leur manque de formation en la matière, et alors là, attention, près de 4 professeurs des écoles sur 5 ont suivi un cursus supérieur littéraire. Ah, bah oui, bah oui, bah bienvenue en France. En France, en fait, profs des écoles, la majorité, c'est des filles qui ont fait fac d'histoire, qui se sont rendues compte que c'était fac de chômage, en fait, et qui se retrouvent à l'ESPE au bout de leur licence, et qui passent le concours de l'enseignement et qui sont nuls en maths. Bah oui, je le sais, je leur donne des cours de soutien personnellement. Elles savent pas faire 3 fois 4. Ah, je déconne pas. Et ça, c'est profs des écoles, hein. Ah oui, 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 mais bien sûr. Mais il y en a, attendez, il y en a, elles savaient même pas que le soleil se levait à l'est. On s'étonne de nos élèves nuls en sciences. Ça, ça a vos élèves, ça a vos enfants, ça a leurs élèves, ça a vos enfants, de 8 heures du matin, 8h30 en primaire, ok, de 8h30 du matin jusqu'à 16h30 le soir. 4 jours par semaine. Et maintenant, en plus, dans les écoles, ils font 5 jours, hein. Donc ils font le mercredi matin avec. Vous avez toujours confiance? Si vous avez toujours confiance, vous êtes des crétins, hein. Et ça vous coûte 6 100 € par an et par élève. Vous savez à combien ils recrutent au niveau de la note au CAPES et au CRPE? CRPE, c'est le concours du primaire. Au CAPES de maths, ils recrutent à 6 de moyenne. À 6 de moyenne, le plus bas des admissibles. Le CAFEP, j'ose même pas vous le dire. L'Académie de Créteil, je crois, en 2015, c'était l'Académie de Versailles, pardon, de mémoire. 2015, le plus bas des admissibles, il avait genre 4. Il avait 4. 4 sur 20, pas sur 10, hein. On est d'accord, le 6 aussi c'était sur 20. Bah oui, bah voilà. Vous avez toujours confiance, vous êtes des crétins. Ok, alors la bonne nouvelle maintenant. Les filles remontent la pente. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est vrai? Ah, on est sur le point d'apprendre que Louise a eu... Louise, hein, toi aussi, Louise, tu as eu un problème d'apprentissage des sciences dans le système scolaire français, je crois, hein. Parce que, bon, vous allez voir. Seule lueur d'espoir après la lecture de ce rapport, les inégalités entre garçons et filles se réduisent. Mais attendez, le niveau baisse, les inégalités se réduisent. L'explication la plus simple, c'est pas que les filles montent, c'est que les garçons descendent. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Les garçons descendent plus vite que les filles. Mais ça n'est pas une bonne nouvelle de descendre en fait. Ce qui serait une bonne nouvelle, ce serait que tout le monde monte. Et à la limite, si vous voulez réduire les égalités, ce qui serait une bonne nouvelle, ce serait que les filles montent plus vite que les garçons. Allez, comme ça, allez, voilà. On fait avec les doigts, voilà, concret. Là, on est là, hop, voilà, comme ça. Ça, c'est bien. Là, on était comme ça, et maintenant, on est comme ça, là. Ça, c'est. Non, c'est moins bien, ça. Ça, c'est pas bien, hein. Et en fait, c'est ça qui se passe, hein, ma petite Louise. Donc, il y a 25 ans, les garçons étaient légèrement meilleurs que les filles en sciences, et bien meilleurs en maths. Désormais, elles sont un peu meilleures qu'eux en sciences. Voilà, ils étaient bien meilleurs. Et. Voilà. Mais tout le monde a baissé. C'est nul. C'est nul. Comme tout, en fait. C'est nul. C'est nul. L'écart se resserre en maths. Comme ça. Voilà. C'est nul aussi, hein. Une analyse plus fine des résultats des études nationales, elle va nous dire un truc plus fin, montre que l'écart né dès le CE1, oui, puis s'accentue au fil des années. Oui, si c'est un écart lié à des prédispositions, c'est normal que ça s'accentue au fil des années. Signe qu'il faut agir tôt et vite. Non, arrêtez d'agir par contre. Genre surtout tôt et vite. Arrêtez, s'il vous plaît. On pourrait avoir la paix en fait. S'il vous plaît. C'est l'un des axes avancés par le Villani Torossian pour refonder l'enseignement des maths. Il y a urgence. Stop. Arrêtez là. Il y a urgence, mais arrêtez. En fait, le problème, c'est vous, les mecs. Laissez-nous tranquilles. Filez-nous 6 100 € à chaque parent, à chaque couple de parents.
Vous filez 6100 € par an et par élève, et vous les laissez se démerder. Vous laissez se démerder. Fin de l'éducation gratuite. Vous en voulez toujours de l'éducation gratuite? Vous êtes des imbéciles. Vous êtes des imbéciles. L'éducation gratuite, c'est ça que ça donne. L'éducation gratuite, ça donne 20% d'illettrisme en sixième. Vous êtes des crétins si vous en voulez toujours. Le gouvernement vous donne 6100 € par élève et par an. Vous faites quoi en fait? Mais vous les envoyez dans l'espace. Conquête spatiale, voilà, vous cochez. Unlocked. Vous cochez. Hein? C'est parti. Moi j'ai 3 gosses. Donnez-moi 18 300 €. Allez, c'est parti. Moi je suis même prêt à donner 300 € à Action contre la faim. Donnez-moi 18 000 €. M'en fous. Moi j'envoie tout le monde sur l'espace, moi. Allez, tout le monde sur la Lune. Tout le monde dans l'espace. Stop. Arrêtez d'agir. Arrêtez. Pas vous, hein. Le gouvernement. Arrêtez. On n'en veut plus là, c'est terminé. Hein. Là, nous on veut juste avoir la paix en fait. C'est quoi déjà qui est voté demain là? Ah, pas voté, non. Demain, qui passe en Conseil des ministres, il y a la loi sur l'interdiction de l'instruction à domicile. Ça vous dit pas quelque chose ça? Ouais, l'instruction à domicile, ok. Moi ma fille elle est instruite à domicile, ok. Et elle lit ça au mois de décembre. On fait 2 heures d'école par jour. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. On fait 2 heures d'école par jour. Elle lit ça. D'accord? Vous voulez vraiment interdire l'école à domicile? Mais pourquoi en fait? Il va falloir répondre à cette question. Peut-être un jour. J'espère que vous le ferez.